Donc, l'enregistrement est en place. Je vais vous partager mon écran. Je fais des pauses régulièrement pour m'assurer que vous n'avez pas de questions. Et si vous en avez, surtout ne vous privez pas. On est là pour ça. Et toutes les questions, il n'y a pas de questions idiotes. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. C'est parti. Je vous partage mon écran. Hop. Voilà. Donc, vous avez normalement à l'écran mon logiciel de présentation, mon logiciel Optroiteam. Donc, on va commencer à partir de la création de la session. Donc, pour créer une session, on va le faire rapidement. C'est tout bête. Vous avez un petit bouton de création de session et on va créer une session perfectionnement au logiciel Optroiteam. Hop, on lui met un petit code interne. Le catalogue. Ne sont proposés ici dans le menu déroulant du catalogue que les fiches formation de votre catalogue qui sont conformes et qui respectent un certain formalisme, notamment un programme de formation. Si vous ne retrouvez pas dans ce menu déroulant la fiche formation souhaitée, c'est que la fiche formation au catalogue ne respecte pas un certain nombre de critères et que du coup, le logiciel ne vous laisse pas l'intégrer pour créer une session de formation. Lorsque vous sélectionnez la fiche formation au catalogue, par défaut, tout ce qui est prix, TVA, durée en heure, durée en jour va venir s'alimenter automatiquement. Il vous reste à préciser des dates de session, un effectif minimum, un effectif maximum, un format important pour votre bilan pédagogique et financier d'ailleurs, un mode qui est personnalisable et paramétrable d'ailleurs dans la configuration de votre logiciel également, un référent pour la session de formation. Donc, le référent, ce n'est pas forcément un formateur. Le référent, c'est la personne qui va gérer administrativement l'organisation de cette session de formation. Un lieu, au besoin. Ce n'est pas obligatoire. Sachez que les lieux se paramètrent et se personnalisent également dans la configuration de votre logiciel. Ensuite, vous avez 3 petits boutons ici. Le premier, est-ce que c'est une session que vous voulez intégrer à votre bilan pédagogique et financier? Gardez en tête que dans le logiciel Optroiteam, vous pouvez gérer et piloter votre activité de formation. Vous pouvez gérer et piloter également votre activité annexe. Si vous faites du coaching, de la prestation de services, de l'accompagnement, c'est-à-dire un certain nombre de choses qui n'entrent pas dans le cadre de la formation professionnelle, vous pouvez tout à fait le piloter tout de même dans votre logiciel, mais auquel cas, il faut sortir cette session de votre bilan pédagogique et financier. Ensuite, vous venez indiquer si cette session, c'est une session en sous-traitance ou pas. Attention à bien faire la distinction entre session en sous-traitance et faire appel à un formateur externe. Ce sont 2 choses bien différentes au niveau du fonctionnement du logiciel et ce sont également 2 choses bien différentes au niveau du bilan pédagogique et financier. Je me permets de vous faire un petit rappel par rapport à ça. Une session en sous-traitance, c'est une session pour laquelle votre organisme de formation n'est pas l'organisme de formation donneur d'ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui contractualisez avec le client. C'est un autre organisme de formation et cet autre organisme de formation qui est, lui, l'organisme de formation donneur d'ordre, fait appel à vous. Dans ce cas-là, c'est une session en sous-traitance. Si c'est toujours vous, votre organisme de formation qui contractualise avec le client, si vous êtes toujours l'organisme de formation donneur d'ordre, ce n'est pas une session en sous-traitance. Et ensuite, vous pouvez indiquer si c'est une session qui nécessite un recyclage. Donc ça, c'est généralement une fonctionnalité qui est utilisée, par exemple, pour les organismes de formation qui font du SST. Si vous voulez, en SST, il y a des certifications qui nécessitent d'être renouvelées tous les X années. Donc, si vous activez en fait ce recyclage, vous pouvez indiquer une date de recyclage et vous aurez des alertes par email qui vous rappellent que vous devez réorganiser à nouveau cette session de formation parce qu'un certificat particulier arrive à expiration. En l'occurrence, ici, ce n'est pas notre cas. Et vous avez la possibilité également ici d'ajouter des informations complémentaires de votre choix. Il n'y a pas de normes particulières par rapport à ça. Gardez en tête, par contre, que ces informations complémentaires peuvent être reprises sur des documents qui sont générés automatiquement, type convocation, convention, contrat, attestation, etc. Ces informations complémentaires sont également reprises sur votre catalogue en ligne. Donc, c'est une rubrique qui n'est pas obligatoire, mais qui peut éventuellement vous servir pour ajouter des éléments qui sont à vos yeux importants pour la session, que vous ne pourriez pas renseigner dans le formulaire natif. Et vous enregistrez. Quand vous créez votre session, donc votre session est ouverte et vous avez ici 3 boutons.
Annuler la session, modifier la session, voir la formation. Annuler la session. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas certain que cette session de formation puisse avoir lieu, cette session peut être annulée. Donc, j'annule ma session, ce qui veut dire que dans mon listing natif de sessions, je ne vais pas la retrouver, cette session. Par contre, si je filtre sur mes sessions annulées, évidemment, je vais la retrouver. Une session annulée peut être supprimée définitivement ou restaurée. Si je la restaure, elle revient dans mes sessions actives, natives, dans la bibliothèque de sessions. Vous avez la possibilité à tout moment de modifier la session. Ce bouton « Modifier la session » vous réouvre le formulaire natif de session. Si vous voulez changer le nom de la session, changer les dates, changer un effectif, etc., à tout moment, cette session peut être modifiée. Il y a juste un élément que vous ne pourrez pas modifier, c'est la fiche formation catalogue qui est associée à cette session, si vous avez déjà effectué un certain nombre d'actions sur cette session. Et enfin, très intéressant notamment par rapport à Calliope, vous avez la possibilité de consulter la fiche formation qui est associée à cette session. Donc là, j'ai créé une session perfectionnement au logiciel qui a lieu d'aujourd'hui au 23 mai, avec un contenu de formation qui s'appelle « Digitaliser ses processus administratifs et pédagogiques ». Je peux consulter la fiche formation associée à cette session et je peux aussi modifier la fiche formation associée à cette session. Donc, modifier les informations générales de la fiche formation et également modifier le programme. Si je veux ajouter un module, retirer un module, j'ai tout à fait la possibilité de le faire. Et ces modifications sont apportées uniquement à la session, sans jamais toucher à la version native de la fiche formation qui est présente au catalogue. Donc, par exemple, ici, je choisis que pour cette session, qui est spécifique, par exemple, pour un client, le client m'a fait une demande spécifique au niveau de l'analyse des besoins et il n'a pas besoin de ce bloc 2, je vais le supprimer. Donc, je vais supprimer le bloc et je retourne à ma session. Donc là, je viens de personnaliser le contenu d'une formation uniquement dans le cadre de cette session. Et la version native de ma fiche formation au catalogue n'a absolument pas été modifiée. Également, lorsque vous modifiez la session, vous avez la possibilité d'activer la visibilité de cette session. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous rendez cette session visible à l'inscription sur votre catalogue en ligne. Vous avez dû le voir au premier webinaire, au webinaire d'initiation. Avec Optroiteam, vous bénéficiez d'un catalogue en ligne. Et cette petite coche visibilité rend visible cette session sur votre catalogue en ligne et il est donc possible de s'y inscrire depuis votre catalogue en ligne en activant tout simplement cette petite coche. Voilà. Je me permets de faire une petite pause de 30 secondes. Je regarde si vous avez des questions et si vous n'avez pas de questions, on poursuit sur l'alimentation des sessions de formation. Alors, j'ai une petite question. Pour des sessions en SST, il faut bien mettre le montant. Alors, le montant, en fait, le montant de la session, donc le tarif indicatif. Dans chaque session, vous avez un tarif indicatif. Ce tarif indicatif provient de la fiche formation au catalogue qui a été créé initialement. C'est pour ça que sans que je n'ai rien fait, quand je suis venue alimenter ma session avec la fiche formation, le tarif indicatif a été repris par défaut, c'est celui qui est présent dans ma fiche formation au catalogue. Regardez, si je vais dans mon catalogue et que je prends ma fiche « Digitaliser ses process admin », c'est le tarif qui était indiqué dans ma fiche formation. Donc, quand je crée une session avec cette fiche formation, naturellement, il me reprend ce tarif indicatif. Okay ? Les tarifs, vous allez ensuite les affecter aux clients. Donc, vous allez avoir un tarif indicatif de session à 2400. Par défaut, quand vous allez inscrire des clients à cette session, c'est ce tarif indicatif de 2400 € qui sera repris, mais rien ne vous empêchera de venir affecter à chaque client un tarif qui lui est propre. D'accord? Il est indicatif, ce tarif, il est repris par défaut. Et ensuite, quand j'ajoute le client dans la session, je peux personnaliser le tarif. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire sur ce premier onglet. Donc, en fait, c'est très simple, finalement, la gestion et le pilotage de la session de formation. On va reprendre les onglets les uns après les autres et vous verrez qu'il y a une forme vraiment de logique par rapport à la gestion de la session de formation. Le premier onglet, c'est l'onglet « Client ». Donc, le logiciel attend de vous ici dans cet onglet « Client » que vous veniez ajouter le ou les clients de cette session de formation. Et j'ai bien parlé de clients, pas de participants.
Le client, c'est celui avec lequel vous contractualisez. Et au final, vous avez 2 types de clients. Un client peut être une personne morale, une entreprise, par exemple, pour laquelle vous allez former des salariés en intra, ou le client peut être une personne physique, si c'est une personne qui s'inscrit en son nom propre et qui va, par exemple, financer sa formation avec son CPF, par exemple. Donc, on va reprendre ensemble l'ajout des 2 types de clients. Donc, pour ajouter un client, j'ai un bouton ici « Ajouter un client ». Le logiciel va me demander si ce client, je veux le créer ou si c'est un contact existant. Moi, ce que je vous recommande toujours, c'est d'aller alimenter votre portefeuille client avant de créer la session avec vos clients, avec vos participants. Comme ça, les données sont déjà présentes dans le logiciel et vous n'avez plus qu'à venir les récupérer dans la session. Donc ici, je vais dire que moi, c'est un contact existant parce que mon client, je l'ai déjà créé dans mon portefeuille client. Donc, contact existant et mon client, dans ce premier cas, est une entreprise. Donc, le logiciel va me demander de venir choisir dans ma base de données qui est l'entreprise cliente. Mon entreprise cliente, en l'occurrence, c'est Top 3 Team. Et ça va répondre à votre question de tout à l'heure. Si je ne modifie pas ici le tarif, par défaut, quand j'inscris le client à la session, le tarif qui lui sera affecté, c'est un tarif de 2 400 € parce que le tarif indicatif est celui-là. Mais je peux, au moment de l'ajout du client, ici, je peux venir, si je le souhaite, personnaliser un tarif spécifiquement pour ce client qui pourrait être plus élevé que le tarif indicatif ou plus bas que le tarif indicatif. Donc là, j'ai bien ajouté mon client, l'entreprise Op3 Team. Et vous voyez qu'il y a un petit 0 à côté du picto bonhomme. Ça veut dire que j'ai ajouté mon client Op3 Team qui est une entreprise, mais qu'à ce stade, je n'ai pas encore défini qui seront les salariés de l'entreprise Op3 Team qui vont participer à cette session de formation. Pour le faire, je clique sur le nom de l'entreprise, tout simplement, ou sur la petite flèche, en fait, qui est juste à gauche du nom de l'entreprise. Et j'ai un bouton « Plus ajouter » qui va me permettre de préciser qui sont les salariés de l'entreprise Op3 Team qui vont participer à cette session de formation. Donc, quand je clique sur « Plus ajouter », le logiciel va me proposer tous les salariés de l'entreprise qu'il trouve, évidemment, sous réserve que ces informations, vous les ayez bien créées dans votre portefeuille client. Ça fonctionne si dans votre portefeuille client, vous avez bien créé les participants et ces participants, vous les avez bien associés à l'entreprise Op3 Team. Donc, dans cette session, le client Op3 Team veut que je forme Anne-Marie d'Enfer, Marion Druon et Emma Pile. Donc, j'ai défini qui sont les 3 salariés. J'enregistre. Vous voyez que maintenant, j'ai un petit 3 à côté du picto bonhomme. Et si je déroule l'entreprise Op3 Team, je peux visualiser les 3 salariés. Donc là, on a vu le cas de l'inscription d'un client qui est une entreprise, une personne morale. Si vous avez besoin d'inscrire un client qui est une personne physique, un particulier, en fait, c'est exactement la même chose. Vous ajoutez un client qui est un contact existant et ce client est directement un participant. Et vous allez venir ajouter, du coup, vos clients personnes physiques. Donc, par exemple, Robert Flandrin et Jean Bombeur. Et vous enregistrez. Donc, typiquement, dans cette session, j'ai 3 clients. Un client qui est une entreprise, l'entreprise Op3 Team, qui m'envoie 3 salariés, et 2 clients qui sont des personnes physiques, qui sont eux-mêmes les clients pour cette session, qui vont financer eux-mêmes leur formation. Vous avez ici un menu déroulant état qui vous permet de piloter au fil de l'eau, en fonction du temps qui passe, l'état du client dans la session. Gardez en tête que les options que vous trouvez dans votre menu déroulant sont personnalisables. Si ce que vous avez dans votre menu déroulant à vous, dans votre logiciel à vous, ne vous convient pas à 100%, il vous suffit tout simplement de nous envoyer un petit email et nous dire ce que vous voulez dans votre menu déroulant. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait paramétrer et personnaliser pour vous. Le tarif est repris, et vous voyez que le logiciel vous met un petit point d'exclamation rouge. Il n'est pas tout à fait content. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est venu indiquer que chaque client allait payer le tarif de 2 400 € pour la session, mais nous n'avons absolument pas encore à ce stade précisé comment allait être financé ces 2 400 €. Et ça, c'est absolument primordial
pour votre bilan pédagogique et financier. Jean va payer 2 400 €, mais par quel type de financement? Pareil pour Robert, pareil pour l'entreprise Octroi Team. Pour affecter un financement, c'est tout bête. Je vais dans le petit œil de mon client en question. Et quand je descends dans la fiche ici, j'ai la possibilité d'ajouter un financement. Donc, pour ce client en question, je vais tout simplement choisir le financement qui est personne à titre individuel, par exemple, 2 400 €. J'enregistre. Je fais un retour pour retourner à la base de ma session. Et vous voyez que le petit point d'exclamation a disparu. Le logiciel est content parce que vous avez précisé comment étaient financés ces 2 400 €. Je peux le faire également pour l'entreprise Octroi Team. Et on peut d'ailleurs avoir des financements multiples. On pourrait par exemple avoir un financement entreprise pour la formation à hauteur de 1 000 € et un financement prise en charge OPCO par le plan de développement des compétences à hauteur de 1 400 €. Évidemment, ce menu déroulant, par contre, celui-ci n'est pas personnalisable. Pourquoi? Parce qu'il est exactement cohérent par rapport au CERFA de déclaration du bilan pédagogique et financier. Donc, les éléments que vous retrouvez dans ce menu déroulant sont exactement ceux qui figurent sur le CERFA de génération et de déclaration du bilan pédagogique et financier. Et j'enregistre. Hop, et je fais un retour. Notez d'ailleurs que pour chaque session de formation, vous avez un diagnostic de conformité BPF. Donc, ce diagnostic de conformité BPF vous indique à tout moment, en fonction du remplissage de la session de formation, si cette session est conforme ou pas au bilan pédagogique et financier. Alors, bien entendu, il faut faire attention à cette notification une fois que la session de formation est terminée. Il faut vraiment penser à la mettre en conformité quand elle est terminée. Une session qui est à venir ou en cours, c'est tout à fait normal que le diagnostic de conformité BPF ne soit pas ouvert. Autre petite information sur cet onglet client. Vous voyez que vous avez la possibilité d'ajouter des petites notes concernant ce client. Donc, ça pourrait être des notes qui concernent l'entreprise, une note qui concerne éventuellement son positionnement ou l'analyse des besoins. Gardez en tête que ces notes vous permettent d'avoir une traçabilité, un historique par rapport à l'organisation de la session de formation. Et gardez en tête aussi que ces notes peuvent être récupérées, encore une fois, sur des documents qui seraient générés automatiquement. Donc, comptez sur ces petites notes pour ajouter les informations dont vous avez besoin, pour lesquelles vous avez besoin d'avoir un visuel rapide au niveau de la session de formation. Autre petite information, vous avez vu, et vous verrez, c'est toujours pareil dans l'outil, dans l'onglet client, pour chacun des clients, j'ai un petit œil. Le petit œil me permet toujours dans le logiciel de rentrer dans le détail d'une fiche. Donc, si je clique sur le petit œil de l'entreprise Octroi Team, je rentre dans le détail de la fiche du client Octroi Team dans cette session. Donc, quand je clique sur le petit œil, la partie supérieure de la fiche, du coup, jusqu'aux onglets qui sont présents ici, est un historique des informations qui concernent l'entreprise qui ont été renseignées dans le portefeuille client. Donc, toute la partie supérieure de la fiche, ici, les informations, les documents, les notes, donc tout ce qui est au-dessus des 4 onglets, correspondent aux informations qui concernent l'entreprise que j'ai renseignées dans le portefeuille client. La partie inférieure de la fiche concerne uniquement cette session de formation. Donc, en fait, en parcourant l'ensemble de la fiche, vous avez toutes les informations du client, que ce soit l'historique natif du client de par la saisie des informations dans le portefeuille client et toutes les informations à partir des 4 onglets qui concernent ce client dans la session. Donc, vous avez 4 onglets, commerce, pédagogie, émargement, échange d'informations. La partie commerce, vous l'avez vu, elle sert à modifier ou à ajouter un tarif pour le client dans la session. Elle sert à préciser le financement. Elle sert à ajouter qui sont les salariés de l'entreprise qui vont participer à cette formation. Et vous verrez, quand on les aura générés un petit peu plus tard dans le webinaire, que seront repris ici tous les documents qui sont affectés à ce client. Et éventuellement des messages ou des notes que ce client vous aurait laissés s'il s'était inscrit à cette session depuis votre catalogue en ligne. Donc ça pour l'onglet commerce. L'onglet pédagogie. L'onglet pédagogie vous permet de venir indiquer au besoin, en fonction de votre niveau de granularité souhaité sur l'évaluation des acquis. Cet onglet pédagogie vous permet de venir indiquer salarié par salarié de l'entreprise.
pour chacun des modules de la formation si les compétences sont acquises, en cours d'acquisition ou non acquises. Encore une fois, ces informations, vous pouvez venir les récupérer sur des documents qui seraient générés automatiquement, typiquement des attestations de formation, des certificats de réalisation. Si vous ne faites pas d'émargement dématérialisé avec SoWeSign, vous avez la possibilité ici de venir stocker une feuille d'émargement papier que vous auriez collectée pour ce client en formation. Et enfin, vous avez une rubrique échange d'informations qui vous permet d'échanger directement depuis le logiciel des messages, des documents avec ce client. Voilà pour l'onglet client de la session de formation. Comme tout à l'heure, je me permets de faire une petite pause, une petite minute, pour vérifier que tout va bien, pour voir s'il y a des questions. Alors, j'ai une question concernant les bilans de compétences pour la durée en jours. Ce sont le nombre de jours sur lesquels se font les séances et non le nombre d'heures divisé par 7 ou 8. Oui, c'est exactement ça. Typiquement, je vous donne un exemple. Vous avez un bilan de compétences qui fait au total 12 heures et qui est étalé sur 12 jours parce que vous faites à chaque fois des séances d'1 heure. Vous avez bien 12 heures réparties sur 12 jours de formation. Donc, le nombre de jours, en fait, c'est le nombre de jours pour lequel vous planifiez des séances de formation. Vous pourriez avoir 12 heures sur 2 jours, sur 3 jours, sur 10 jours, sur 12 jours. Ça dépend de la façon dont vous découpez votre planification. Si vous avez 12 heures réparties en 12 séances d'1 heure sur des jours différents, vous avez bien 12 heures réparties sur 12 jours. Vous avez vu apparaître la notion de champ personnalisé. Est-ce que je peux en parler? Alors non, je ne parlerai pas des champs personnalisés ici parce que c'est quelque chose qui est abordé au webinaire 1. Les champs personnalisés, ce sont des rubriques qui concernent le portefeuille client et qui vous permet en fait de créer des rubriques supplémentaires si vous avez besoin d'ajouter des informations pour vos entreprises ou pour vos participants. Ça, c'est du webinaire 1, c'est de l'initiation, c'est du remplissage des bases de données pour le coup. Je ne peux pas malheureusement me permettre de l'aborder aujourd'hui, sinon j'ai peur qu'on déborde énormément. Alors, j'ai une question sur le financement. Si le financement est collectif pour plusieurs clients, alors vous affectez un financement par client. Vous ne pouvez pas affecter un seul financement pour plusieurs clients. Dans ce cas-là, il faut le découper, votre financement. Mais le financement s'affecte toujours par client. La rubrique « Ajouter une note » est-elle visible pour le client? Absolument pas. Tant que je ne vous le dis pas, gardez en tête que toutes les informations que vous renseignez dans votre logiciel sont des informations qui sont de l'ordre de l'interne. Donc, tout l'onglet client, les informations que vous ajoutez, que vous saisissez dans l'onglet client, c'est du 100% interne. C'est dans le cadre de votre gestion administrative à vous et seuls les utilisateurs du logiciel accèdent à ces informations. Alors, l'onglet pédagogie, est-ce qu'il s'incrémente automatiquement? Non, l'onglet pédagogie ne s'incrémente pas automatiquement. C'est à vous à venir alimenter l'onglet pédagogie en venant par participant préciser, en fonction de l'évaluation des acquis évidemment, si le participant a validé ou pas l'acquisition des compétences pour chacun des modules. C'est une saisie manuelle. Vous verrez qu'il y a un onglet un petit peu plus loin dans la session qui correspond à l'onglet bilan de la session de formation qui vous permet de venir indiquer globalement si le participant a validé ou pas sa formation. Donc ça, on le fait dans l'onglet bilan. L'onglet pédagogie de chaque client vous permet d'avoir un degré de précision encore plus important. Dans l'onglet bilan, vous indiquez globalement si l'apprenant à valider ou non sa formation. Et dans l'onglet pédagogie, si vous avez de la formation plus longue qui est découpée en 5, 8, 10 modules, vous pourrez venir préciser module par module si les compétences sont acquises en cours d'acquisition, non acquises. Et ça, pour vous, c'est à vous à venir saisir cette information dans l'outil. Peut-on savoir au fur et à mesure quelles sont les activités, tâches que peut faire le formateur via l'extranet? On le verra après, ne vous inquiétez pas, c'est prévu pour la suite. Voilà, donc j'ai passé en revue toutes les questions pour l'onglet client. Je retourne sur le logiciel et je continue. Donc, onglet client, 100% interne pour vous, pour votre gestion. Onglet participant. Logiquement, vous n'avez quasiment rien à faire dans cet onglet parce que vous avez vu, j'ai simplement alimenté l'onglet client et en fonction de la façon dont j'ai alimenté l'onglet client, l'onglet participant est venu
s'incrémenter automatiquement parce que le logiciel a bien compris que mes participants étaient Jean, Anne-Marie, Marion et Robert. La session de formation est prévue sur 9 heures. Donc, par défaut, le logiciel est venu m'affecter les 9 heures. Petite information par rapport au statut de chaque apprenant. Attention ici, le statut de chaque apprenant, et vous voyez ici que je vais avoir une non-conformité statut d'un apprenant. Le statut de l'apprenant est une information obligatoire pour le remplissage du bilan pédagogique et financier. Donc, le logiciel ici m'indique une non-conformité au niveau du statut d'un apprenant parce que, regardez, Jean n'a pas de statut, Marion n'a pas de statut et Robert n'a pas de statut. Si je ne renseigne pas le statut, le logiciel ne saura pas dans quelle zone du bilan pédagogique et financier il faudra venir alimenter la donnée. Donc, le statut d'un apprenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de le préciser tout de suite dans la fiche de l'apprenant dans le portefeuille client. Si vous l'avez précisé au départ dans la fiche du participant dans le portefeuille client, cette information est automatiquement rapatriée dans la session de formation. Vous voyez, c'était le cas pour Anne-Marie et ça a été le cas pour Emma. Si vous ne l'aviez pas fait, ce n'est pas grave, il vous suffit de cliquer sur le nom de l'apprenant. Et vous avez un petit bouton ici, modifier, qui vous permet de venir sélectionner ici le profil de l'apprenant. Donc là, ici, je viens de le mettre à jour dans cette session de formation. J'actualise la page du navigateur pour qu'il me mouline la donnée. Il est venu m'affecter la donnée. Vous avez des petits pictos ici qui concernent l'état de l'activation de l'extranet. Parce que tout ce que vous mettez plus tard à disposition des participants, que ce soit des documents, des messages, des liens, des questionnaires, toutes les informations, tous les éléments mis à disposition des participants sont toujours mis à disposition sur leurs extranets. Donc, il est extrêmement important que vous veillez à ce que vous envoyez bien des invitations de connexion à l'extranet et à ce que les apprenants activent bien leur extranet. Ici, vous avez face à vous les 3 cas de figure. J'ai le cas de Marion. Marion, elle n'a pas du tout activé son extranet. C'est pour ça qu'il est en picto rouge, mais c'est normal et le logiciel vous explique pourquoi. Je n'ai pas du tout envoyé l'invitation de connexion à l'extranet. Donc, tant que je n'envoie pas d'invitation en cliquant sur le petit avion en papier, Marion ne recevra jamais d'invitation à créer son extranet. On a un autre exemple pour Robert. Robert, vous voyez qu'il est toujours en picto rouge, mais qu'il y a une petite horloge. Pourquoi ? Parce que je lui ai bien envoyé l'invitation, du coup en cliquant sur le petit avion en papier, mais Robert n'a pas encore activé son extranet. C'est pour ça qu'il est en bonhomme rouge barré avec une horloge. Au besoin, j'ai la possibilité ici de venir lui relancer l'invitation de connexion à l'extranet. Et j'ai le cas d'Anne-Marie ou d'Emma ou de Jean qui, eux, ont bien activé son extranet. Et vous le voyez grâce au picto ordinateur vert. Ça veut dire que Jean, Anne-Marie et Emma ont bien activé leur extranet et sont bien en capacité d'aller visionner, consulter tous les éléments que vous leur mettrez à disposition par la suite. Ce petit bouton actif-inactif, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Il est géré automatiquement par le logiciel en fonction des dates prévues pour chaque participant. Donc là, il est actif, ils sont actifs par défaut. Pourquoi ? Parce que la session a commencé, elle a commencé le 20 mai. Les participants, en l'occurrence ici, seront actifs jusqu'au 23 et passeront par définition inactifs à partir du 23. Donc là, vous n'avez rien de particulier à faire là-dessus, ça se fait en automatique. C'est d'ailleurs notamment pour la gestion des émargements dématérialisés. Seuls les participants actifs peuvent signer pour des séances de formation qui sont planifiées. Même chose que pour les clients, vous avez des petites notes pour les participants que vous pouvez venir ajouter. Et ces petites notes, comme d'habitude, c'est de la note interne, 100% pour vous, mais ces petites notes, vous pouvez les utiliser et les faire figurer sur des documents qui seraient générés automatiquement. Et comme pour le client, vous avez le petit œil. Donc, le petit œil, même fonctionnement que le client, vous permet de rentrer dans le détail de la fiche d'un participant dans une session. Donc, même fonctionnement que pour le client, la partie supérieure de la fiche, historique des informations de la fiche du participant que vous auriez saisi dans sa fiche dans le portefeuille client. Et à partir des onglets, informations 100% dédiées à cette session de formation. Donc, éventuellement, les documents qu'on lui aurait mis à disposition. On va retrouver son onglet pédagogie avec la possibilité de venir lui ajouter son évaluation des acquis
par module et la possibilité d'envoyer des messages, des documents spécialement à un participant. Je reviens sur ma session. Donc, je le reprécise pour les extranets, c'est vraiment important. Gardez bien en tête que tout ce que vous mettez à disposition des apprenants transite toujours par son extranet. Il est donc très important que vous veilliez à inviter vos apprenants à créer leur extranet et que vous veilliez bien à ce que les petits ordinateurs passent au vert. C'est primordial. Un apprenant qui n'a pas activé son extranet est un apprenant qui ne pourra pas consulter ce que vous lui mettez à disposition. Je fais ma traditionnelle petite pause pour regarder s'il y a des questions. Dans les bonnes pratiques, alors, à quel moment faut-il envoyer le lien d'invitation extranet pour les clients? Attention, il n'y a pas d'extranet client. L'extranet, c'est pour les participants. Ceux qui disposent d'un extranet dans votre logiciel Octroi Team, c'est vos participants et vos formateurs. Les clients ne disposent pas d'extranet. Quand vous mettez à disposition des éléments pour un client, le client reçoit un mail avec un lien sécurisé qui lui permet d'accéder à ces informations. Les extranets, c'est uniquement pour les participants et pour les formateurs. Donc, à quel moment il faut les inviter? J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu vous qui voyez par rapport à ça. Moi, traditionnellement, sur les sessions de formation que j'organise dans notre organisme de formation en interne, je m'assure d'avoir déjà mis un certain nombre d'éléments à disposition avant de livrer les accès extranet. Par expérience, si vous livrez des accès extranet alors que l'extranet est vide, ça ne va pas donner envie à votre participant d'y retourner. Donc, moi, par définition, par défaut, je crée ma session de formation, je génère mes convocations, j'envoie un petit message pour repréciser la périodicité de la session de formation. Je mets à disposition le lien de la visio, par exemple, et quelques petits supports de formation. Et seulement après, je les invite à activer leur extranet. Comme ça, quand ils créent leur extranet, ils arrivent sur une interface où il y a déjà un programme, il y a déjà un planning, il y a déjà des documents, il y a déjà des informations. C'est plus vivant et c'est plus appréciable pour l'apprenant. Actif, inactif, cela veut dire qu'en dehors de la session, les clients n'ont plus accès à leur extranet. Non, pas du tout. Comme je vous le disais, il y a actif, inactif, il n'y a aucun lien avec les extranets. C'est par rapport aux émargements dématérialisés. Un apprenant qui est actif peut émarger de manière dématérialisée. Un apprenant qui n'est plus actif ne pourra pas émarger en dématérialisé. Aucun lien avec les extranets. Il est donc primordial pour l'audit que le participant ait ouvert son extranet pour fournir les preuves demandées pour Calliope. Alors, dans l'idéal, oui. Après, gardez en tête que vous ne pourrez jamais forcer personne à activer quoi que ce soit. Et Calliope, globalement, fonctionne en « est-ce que vous avez bien, vous, de votre côté, fait les choses ?» De mon point de vue, un apprenant qui n'active pas son extranet, mais vous pouvez prouver depuis le logiciel que vous l'avez invité à créer son extranet, vous lui avez envoyé un petit mail, vous avez relancé l'invitation et Rata a relancé l'invitation, il ne l'a malgré tout pas créé, vous n'avez pas de baguette magique et vous ne pouvez pas le faire à sa place. Donc, pour moi, l'important, au-delà de la création de l'extranet, si vraiment il y a des gens qui sont pas enclins au fait de créer un extranet, c'est que vous puissiez, vous, en tant qu'organisme de formation, prouver que vous avez effectué toutes les démarches pour permettre à l'apprenant de le faire. S'il ne l'a pas fait, c'est un peu comme pour les questionnaires. Vous savez que pour les questionnaires, vous devez prouver que vous envoyez des questionnaires, vous relancez à fréquence cohérente. Calliope n'impose pas d'avoir des réponses à tous les questionnaires. À mes yeux, c'est un peu le même principe pour ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur l'onglet participants? Est-ce que je peux continuer? Sauf avis contraire de votre part, je continue. On passe ensuite sur l'onglet groupe. Alors, l'onglet groupe est un onglet facultatif. La plupart d'entre vous, généralement, n'en ont pas besoin, mais c'est important de savoir à quoi il sert et ce à quoi il correspond. J'ai actuellement dans ma session de formation 5 participants. 5 participants qui font nativement partie de mon groupe principal. Et évidemment, ce groupe principal, je ne peux pas le modifier. Vous pourriez, au besoin, créer des sous-groupes si vous avez, par exemple, besoin de faire des groupes de niveau. Donc, je pourrais, par exemple, créer un groupe A ou un groupe 1 avec Jean et avec Anne-Marie et créer un groupe 2
avec Marion, Robert et Emma. Donc ça vous permet au besoin, je le précise, hein, aucun caractère obligatoire, de créer des sous-groupes de participants si vous voulez par exemple faire des groupes de niveau ou tout simplement faire deux groupes. Ça vous permet d'effectuer, on le verra par la suite, de la planification différenciée. Vous pourriez tantôt planifier des séances pour le groupe principal, donc avec les 5 participants, et tantôt planifier des séances uniquement pour le groupe 1 ou uniquement pour le groupe 2. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Évidemment, à tout moment, vous pouvez modifier le nom du groupe, supprimer des participants, en rajouter dans le groupe. Donc cet onglet groupe vous permet de créer des groupes de niveau dans la session de formation que vous pourrez ensuite en fait planifier différemment par la suite. On passe à l'onglet formateur. L'onglet formateur vous permet de venir ajouter, identifier à ce stade qui seront le ou les formateurs qui vont animer dans cette session de formation. Donc, pour définir cette information-là, tout simplement, vous allez ici dans le menu déroulant et vous venez ajouter le ou les formateurs qui vont animer sur cette session de formation. Donc, dans mon exemple, je n'ajoute qu'un seul formateur. Évidemment, si vous avez plusieurs formateurs, il vous suffit de les ajouter à la suite. Vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez. On va retrouver également la notion de connexion ou pas à l'extranet du formateur. Ça fonctionne exactement de la même manière, c'est les mêmes pictos. Picto rouge barré avec une enveloppe, un avion en papier si vous ne l'avez pas invité, une horloge et la possibilité de relancer si vous l'avez déjà invité et qu'il n'a pas encore accepté, ou un ordinateur vert si le formateur accède bien à son extranet. Le statut de l'intervenant est extrêmement important. Vous avez 2 statuts possibles, interne ou externe. Extrêmement important pour votre bilan pédagogique et financier. Vous savez que les formateurs internes à votre organisme de formation n'alimentent pas les mêmes rubriques du BPF que les formateurs qui sont externes à votre organisme de formation. Donc, typiquement, un formateur externe, c'est un formateur qui n'est pas salarié de votre organisme de formation, c'est un sous-traitant. Donc, important de bien vérifier que le statut est bien renseigné. Et par défaut, vous avez un tarif horaire qui est repris, le tarif que vous aviez indiqué pour ce formateur dans sa fiche dans les ressources. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Webinaire 1, remplissage des bases de données. Quand vous créez une fiche pour un formateur, pour un intervenant dans votre logiciel dans les ressources, vous devez, entre autres, venir préciser si le formateur est interne ou externe et venir lui indiquer un taux horaire. Ce taux horaire et ce statut interne-externe, si c'est bien rempli dans la fiche dans les ressources, c'est repris automatiquement dans la session. Évidemment, si le tarif horaire est différencié pour cette session de formation, rien ne vous empêche de venir le modifier dans la session. Ça ne pose pas de problème, d'accord? Et les heures programmées ici pour le formateur, elles vont venir s'alimenter automatiquement en fonction des séances de formation que vous allez venir ici planifier par la suite. Donc, pas besoin de renseigner les heures programmées. Si vous planifiez les séances, ce quota, ce cumul d'heures va venir s'alimenter automatiquement. Je vous montrerai après quand on sera dans l'onglet planification. Et encore une fois, même fonctionnement. Je retrouve un petit œil. Donc là, cette fois, je passe rapidement. Vous avez compris. Partie supérieure de la fiche, information du formateur qui reprennent ce qui avait été renseigné dans les ressources. Partie inférieure de la fiche, des informations, des documents qui concernent uniquement cette session. Et éventuellement ici, la possibilité d'envoyer un message uniquement au formateur en question. Est-ce que vous avez des questions sur la partie formateur ? La liste lieux n'est pas remplie. Comment faire pour mettre un menu déroulant avec des lieux? Donc, j'imagine, Véronique, que vous me parlez de cette ici, liste lieux qui est présente ici. Donc, je l'ai dit au départ, cette liste lieux, elle se personnalise. Donc, c'est du webinaire 1 également. Donc, je passe très rapidement dans la configuration de votre logiciel. Dans la configuration ici de votre logiciel, au niveau des fonctionnalités, vous avez une rubrique, c'est configuration de l'application. Ici, vous avez une rubrique lieu de formation que vous devez venir ici définir dans votre configuration. Et une fois que vous aurez défini des lieux dans la configuration, vous pourrez venir les ajouter aux sessions de formation. Donc là, j'ai mis des lieux étant des villes, Lille, Lyon, Paris. Ça peut aussi être au sein de l'organisme de formation, dans les logos du client. Ça peut, dans les locaux du client. Ça peut être des informations plus générales.
Hop, donc on était sur l'onglet formateur. Je regarde s'il y a d'autres questions. Dans le cas où nous rémunérons notre formateur sur la base d'un pourcentage sur le chiffre total de la session, dans ce cas-là, Claire, il faut faire vos calculs vous-même. Vous avez du coup de votre côté ce pourcentage par rapport au tarif de la session. Tout simplement, vous le divisez par le nombre d'heures et c'est ce tarif horaire que vous venez mettre dans la session. Le tarif que vous indiquez doit être cohérent, parce que ça va venir aussi alimenter les charges de votre organisme de formation. Donc, je dis n'importe quoi, vous faites une session à 1 000 euros, le formateur prend 10%, donc 100 euros, et il est intervenu 10 heures, 100 divisé par 10, vous venez lui mettre un tarif horaire à 10 euros. Ça doit être cohérent, vous devez garder une cohérence par rapport à ça. Allez, on continue. Donc, l'onglet maintenant, organisation. À nouveau, c'est du 100% de l'interne. Donc là, c'est un onglet que j'utilise moi systématiquement qui vous permet en fait de garder une traçabilité sur comment s'organise la session de formation. Vous pouvez venir dans cet onglet organisation, ajouter des liens, ajouter des notes, des petits commentaires, venir stocker des documents. Vous allez me dire, mais ça peut être quoi ces liens? Ces liens, ça pourrait être un lien vers un dossier Google Drive dans lequel vous avez des informations. Les petites notes, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être un résumé synthétique de l'analyse des besoins du client ou d'un test de positionnement. Les documents, qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas, moi, si le client avait un dossier particulier ou vous a transmis un document particulier dans le cadre de l'organisation de la session, vous pouvez venir le stocker là. L'idée, c'est de vous dire, en un clin d'œil, je vais dans l'onglet organisation. Ah oui, OK. Donc là, je vois aucune personne en situation de handicap. Il y a eu un besoin spécifique sur telle ou telle chose. C'est votre onglet d'organisation de la session de formation. Quand vous jetez un coup d'œil là-dedans, s'il y a des éléments qui doivent vous sauter aux yeux, ça doit figurer ici. Et c'est également dans cet onglet que vous pouvez venir préciser l'adresse, si c'est une adresse postale du coup, l'adresse du lieu de la session de formation. Donc, le fait de venir préciser ici l'adresse de la session de formation, ça pourra à nouveau être récupéré sur des documents que vous générez automatiquement. Par exemple, une convention de formation, un contrat de formation, une convocation. Donc, je passe rapidement sur cet onglet organisation. J'empile tout de suite sur l'onglet planification et je ferai une petite pause après cet onglet planification. Donc, cet onglet planification porte bien son nom. Il vous permet de planifier vos séances de formation. Donc, ici, vous êtes en train d'organiser une session de formation qui va durer au total 9 heures et qui est répartie sur 3 jours. Donc, vous êtes normalement censé, dans votre agenda, planifier 9 heures de formation réparties sur 3 jours. Donc, on va par exemple dire qu'il y a 3 heures, je vais mettre 3 heures, 3 heures de formation ce matin, donc de 9 heures à 12 heures, et vous laissez guider par la petite modale. Vous sélectionnez le module, l'intervenant, modalité et contexte sont des informations optionnelles. Vous n'êtes pas obligé de les compléter. Donc, j'ai 3 heures ce matin. J'ai également 3 heures demain après-midi sur l'autre module. Et je termine, par exemple, par 3 heures le 22 au matin. Hop. Donc là, tout simplement, c'est de la planification sur l'agenda. Donc, vous planifiez vos séances de formation. Petite information, si vous faites des formations de 8 heures, gardez en tête qu'il est interdit, alors le logiciel ne vous l'interdira pas, mais gardez en tête qu'en cas de contrôle, ça peut poser souci. Vous ne pouvez pas planifier des séances de cette manière en journée complète. La pause méridienne est obligatoire. Donc, si vous faites des sessions de formation avec des séances le matin, des séances l'après-midi, il doit toujours y avoir une pause méridienne. Donc, c'est par exemple 9h, 12h30, 13h30, 17h. Vous ne pouvez pas planifier une séance en continu. Donc là, vous planifiez vos séances de formation. Et ici, vous avez un onglet contrôle à côté. Et le logiciel, en fait, va venir vous dire la durée prévue, c'était 9 heures. OK, c'est tout bon. Vous avez bien planifié les 9 heures. Il n'y a donc pas de différence. Et vous avez un détail de planification sur les modules. Regardez, le logiciel vous l'indique. Attention, Virginie, le module 1 était prévu sur 4h30. Vous avez planifié 6 heures. Il y a donc 1h30 en trop. Le module 2 était également prévu sur 4h30. Vous n'en avez planifié que 3. Il en manque 1h30. Capitalisez bien sur cet onglet contrôle qui vous permet de vous assurer à tout moment que ce que vous avez planifié est cohérent par rapport à la fiche formation et aux attendus de la fiche formation que vous aviez mis dans la session. Donc là, j'ai bien planifié toutes mes séances de formation.
Je fais une petite pause et je regarde si vous avez des questions. Pas de questions sur cette planification et sur l'onglet organisation. Si c'est plutôt clair pour vous, on continue. On en arrive au fameux onglet documents. Vous le savez très bien, l'onglet documents, c'est un petit peu le cœur du réacteur dans le logiciel. C'est depuis cet onglet que vous allez générer des documents à l'unité ou en masse, les convertir en PDF à l'unité ou en masse et les mettre à disposition, soit du client, soit du formateur, soit du participant, de manière classique ou en signature électronique. Donc, c'est vraiment un onglet pour lequel il faut bien comprendre le fonctionnement parce que toute la gestion documentaire passe par la compréhension de cet onglet. Donc, on est dans l'onglet documents. La première étape dans l'onglet documents, c'est la génération des documents. Donc, les documents que vous retrouvez ici dans votre session de formation, c'est les documents que vous avez paramétrés, configurés dans votre logiciel. Pour générer des documents, je peux ici dérouler. Les documents, je peux les générer à l'unité ou en masse. Par exemple, j'ai mon client Op3 Team pour lequel je vais générer une convention. Pour générer un document à l'unité, petit menu burger, générer. Le logiciel va toujours vous demander une authentification à un compte Google. Surtout, ne chantez pas cette étape, c'est primordial. Vous savez que vous créez vos modèles de documents avec un compte Google. Quand vous allez les générer, travailler sur vos documents dans le logiciel va toujours vous redemander, enfin, régulièrement vous redemander l'authentification à ce compte Google. Quand vous générez un document, vous voyez qu'il y a la petite mention « en cours de génération » qui s'affiche. Tant qu'il est en cours de génération et que le logiciel mouline, c'est-à-dire que le logiciel est encore en train d'alimenter le document avec les informations qui doivent figurer dessus. Donc là, j'ai généré un document à l'unité. Les documents, vous pouvez également les générer en masse. Par exemple, je veux générer le contrat de Jean et de Robert. Je coche les deux et je passe par le bouton « Action », générer. Donc, le petit menu burger pour chaque document vous permet de faire des actions à l'unité. Le fait de cocher et de passer par le bouton « Action » vous permet d'effectuer des actions en masse. Donc, vous l'avez vu, quand vous faites des actions en masse, les éléments viennent s'afficher les uns à la suite des autres. Donc, ne soyez pas surpris si vous demandez la génération en masse, par exemple, de 10 documents en même temps. Les 10 ne vont pas apparaître tout de suite. Il va y avoir le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Ne relancez pas une génération par-dessus. Ça ne sert à rien. Ils se mettent vraiment les uns après les autres sur une file d'attente et apparaissent les uns après les autres. Donc, vous avez des documents qui sont générés. Un document qui est généré, ça veut dire que le logiciel a terminé d'implémenter toutes les informations qui doivent figurer sur ce document. Gardez en tête que la version générée pour le logiciel, c'est une version brouillon, temporaire, modifiable, qui n'a pas pour vocation à rester indéfiniment dans le logiciel. D'accord ? C'est vraiment l'équivalent d'une version temporaire. La version générée, vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir. Le document s'ouvre et vous pouvez au besoin contrôler que le document vous convient. Logiquement, si le modèle de document est bien paramétré dans la configuration, vous n'avez pas de modification à faire sur le document. Au besoin, si vous avez besoin de faire une petite modification particulière, vous pouvez le faire sur le document généré. Comme je vous le disais, le document généré, la version générée, est une version brouillon temporaire modifiable. L'enregistrement de la modification est automatique, c'est-à-dire qu'il vous suffit de fermer le document et l'enregistrement est pris en compte automatiquement. Donc, la version générée, version brouillon temporaire modifiable qui n'a pas pour vocation à rester indéfiniment dans le logiciel. Ce que je dois faire ensuite, quand je suis OK avec mon document, il est cohérent, il me convient, je vais dans le petit menu burger et je le convertis en PDF. En faisant ça, vous transformez la version brouillon temporaire en une version définitive, figée, qui celle-là restera indéfiniment enregistrée dans le logiciel. Et c'est cette version définitive figée en PDF que vous pourrez ensuite envoyer. Le logiciel ne vous laissera pas envoyer en signature électronique ou mettre à disposition des documents qui sont encore dans leur version brouillon. Donc, la conversion en PDF, même topo, elle se fait à l'unité via le menu burger. Elle peut aussi se faire en masse. Vous cochez vos deux documents générés qui sont cohérents. Action, convertir en PDF.
Donc, la conversion en PDF se fait à l'unité ou en masse. Et mes deux documents sont bien convertis en PDF. Vous le voyez au petit picto. Donc, cette fois, si je clique sur le document, je ne peux plus le modifier. Donc, la génération, je génère à l'unité ou en masse. La version générée correspond à une version brouillon, temporaire, qui ne doit pas rester dans cet état dans le logiciel. Si je suis OK avec les documents, je peux les convertir en PDF, à nouveau, à l'unité ou en masse. Et le document PDF est bien la version définitive figée du document que je ne peux plus modifier et que je pourrais envoyer. Voilà pour la partie génération. Une fois que les documents sont générés, convertis en PDF, je vais pouvoir les envoyer. Et là, il y a plusieurs possibilités. Dans le cadre d'une convention de formation que j'envoie à mon client, je peux soit lui mettre à disposition par email, soit lui envoyer en signature électronique. Vous l'avez bien compris, hein, visualiser et fiche contact ne sont pas des boutons d'action d'envoi. Visualiser vous permet de rejeter un œil pour être vraiment sûr au document. Et fiche contact vous permet de consulter la fiche de votre contact Optroiteam, par exemple, pour vous assurer que vous aviez bien renseigné une adresse email pour l'envoi. Donc, mise à disposition par email ou signature électronique. Si vous faites mise à disposition par email, je vais le faire à la limite, je peux vous montrer. L'information va se mettre à jour dans le logiciel et votre client va recevoir un email l'invitant à consulter ce document. Je bascule sur ma boîte mail dans une seconde. Hop, voilà. Donc, j'ai reçu un email, Optroiteam envoi de documents, et cet email m'indique que Optroiteam vous donne accès, donc au client bien sûr, à un ou plusieurs documents. Pour y accéder, cliquez sur ce lien. Gardez en tête qu'en tant qu'éditeur de logiciel, pour respecter la réglementation RGPD, il est interdit de mettre des documents directement en pièces jointes. C'est pour ça que le client reçoit un mail avec un lien sécurisé, et ce lien sécurisé lui permet d'accéder à la fameuse convention que vous lui avez mis à disposition. Donc ça, c'est la première option. Vous mettez à disposition par email. Si le document est paramétré pour la signature électronique, vous auriez pu aussi lui envoyer en signature électronique. On attend bien que le logiciel mette à jour l'information et vous allez voir que le document va partir en signature électronique et que cette information va venir se mettre à jour dans votre logiciel. Donc, vous pouvez lui envoyer en signature électronique. Dans ce cas, votre client reçoit un mail de SoWeSign qui l'invite à signer le document. Donc, je vais vous le montrer à nouveau. Hop. Donc, hop. Donc, votre client reçoit un email de SoWeSign qui l'invite à accéder au document pour le signer. Donc, votre client clique sur « Accéder au document ». Il parcourt ce document jusqu'en bas, évidemment. Et lorsqu'il est en bas du document, il a trois options. Soit il refuse de signer, parce que ça ne lui convient pas. Soit il délègue la signature à quelqu'un d'autre, si ce n'est pas la personne qui a reçu le doc en signature qui est en capacité de signer. Soit il l'accepte et il signe. S'il accepte et qu'il signe, il a une zone prévue pour la signature. Il valide sa signature. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Dans votre logiciel à vous, du coup, donc déjà, si vous voulez récupérer le document signé tout de suite, vous pouvez le faire. Ici, tout simplement, depuis l'onglet Documents, toujours dans le petit menu Burger, vous pouvez faire récupérer le document signé. Et la version signée va venir écraser et remplacer la version non signée. Si vous ne faites pas cette récupération manuelle au moment de la signature, gardez en tête que le logiciel fait remonter automatiquement tous les matins à 8 heures les documents signés de la veille. Donc, si je ne l'avais pas récupéré manuellement là tout de suite, le document serait remonté signé automatiquement demain matin à 8 heures. Donc là, je vous ai montré pour le client deux possibilités d'envoi. La mise à disposition par email. Le client reçoit un mail avec un lien sécurisé lui permettant d'accéder au document. Et l'envoi du document en signature électronique. Dans ce cas-là, le client reçoit un mail de SoWeSign qui lui permet de signer le document et la version signée de votre document remonte automatiquement dans le logiciel. Prenons le cas, par exemple, d'une attestation. Donc là, j'ai généré des documents pour le client. Je vais générer, par exemple, pour les participants, qu'est-ce que j'ai? Des attestations de formation ou des certificats de réalisation. Donc, je vais tout générer. Je coche. Et je vais tout générer. 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 Je vais tout gé
Je génère en masse via mon bouton Action générer. Je patiente pendant que le logiciel mouline. Voilà, ma demande de génération est prise en compte. Je ne vois qu'un document apparaître, mais je ne panique pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on génère en masse, les documents se génèrent en se mettant sur une file d'attente. Il est inutile de recliquer. Les documents vont venir apparaître tout simplement les uns après les autres. Donc, le logiciel les génère. Comme d'habitude, quand ils sont générés, je peux les convertir en PDF. Donc, version générée égale version brouillon temporaire. Je laisse le temps au logiciel de les générer complètement. Donc, vous voyez, globalement, la génération d'une dizaine de documents, ça doit vous prendre 1 minute à peu près. Hop, et ces documents, du coup, je les convertis en PDF. Pour transformer ma version brouillon en une version définitive. Hop, donc le statut de mes documents va venir se mettre à jour. Je patiente quelques instants. Voilà, il est encore en train de les importer. Et donc, ces documents importés en PDF, je vais pouvoir les envoyer. Donc là, on est en train de parler de documents participants. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce que vous mettez à disposition des participants, vous le mettez sur leurs extranets. Et les actions peuvent à nouveau être effectuées à l'unité ou en masse. Si je veux mettre l'attestation de formation de Jean à disposition sur son extranet, alors au besoin, si le document est paramétré, vous pouvez envoyer en signature électronique. Je lui mets à disposition sur son extranet, même topo, à l'unité ou en masse. Là, j'ai mis à disposition à l'unité. Je peux venir, via le bouton Action, mettre à disposition sur l'extranet en masse. Tout ce que vous mettez à disposition des apprenants arrive sur leur extranet. Même topo ici, je peux, Action, mise à disposition sur l'extranet. Donc là, j'ai mis à disposition. Évidemment, je peux relancer à tout moment. Vous leur avez mis à disposition le document, vous vous rendez compte qu'ils ne l'ont pas consulté. À tout moment, vous pouvez relancer. Qu'est-ce qui se passe côté apprenant? Un apprenant qui n'a pas du tout été invité à créer son extranet, c'est-à-dire un intervenant qui est dans ce… Un participant, pardon, excusez-moi. Un participant qui est dans ce cas de figure, je ne l'ai jamais, ne serait-ce qu'invité à créer son extranet, il ne recevra rien du tout parce que vous ne l'avez pas du tout invité à créer son extranet. Un apprenant qui est dans une situation où vous l'avez invité à créer son extranet mais qui n'a pas encore accepté l'invitation recevra à nouveau une invitation d'activation de l'extranet. Et un participant qui a son extranet actif recevra, le jour de la mise à disposition des éléments, un mail à 19 h qui l'informe qu'il y a des nouveautés sur son extranet. En fait, le système de notification pour les mises à disposition de documents et des éléments plus globalement pour les formateurs et pour les participants, c'est toujours un email de notification à 19 h. Il y a quelques mois de ça, on notifiait au moment de la mise à disposition de l'élément. Mais regardez, imaginez, vous mettez à disposition une convocation, un test, vous envoyez un petit message et vous mettez à disposition un document, le participant recevait 4 mails. Et les participants nous disaient tous, on est spammé, on reçoit trop de mails. Donc, on a modifié ce système de notification et quel que soit le nombre d'éléments mis à disposition sur l'extranet du participant ou du formateur, il reçoit une notification à 19 h le jour de la mise à disposition du ou des éléments. Je fais une petite pause pour m'assurer que tout est OK sur l'onglet « Documents ». Ouh là là, ça fuse de questions. Alors, j'espère que j'aurai le temps de répondre à tout. Les paramétrages de documents ne marchent pas tous avec la liste modèle disponible. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre votre question. En tout cas, si vous n'arrivez pas, si vous avez besoin d'accompagnement pour faire le paramétrage de vos modèles de documents, je vous invite à envoyer un petit mail au service client, donc à csm@octroiteam.com. On pourra jeter un petit coup d'œil, nous, pour vérifier ce qui ne fonctionne pas. Si votre document n'est pas correctement généré dans la session, il y a 2 explications.
La première, c'est soit que l'information n'était pas présente dans la session, soit que le modèle de document nécessite de revoir le paramétrage. Le compte Google est sécurisé avec authentification par code SMS. Possible de contourner cette contrainte. Ça, c'est à vous de le faire pour le coup, Emmanuel. Vous avez vu, moi, quand j'ai généré les docs, je n'ai pas eu besoin de m'authentifier avec un code SMS. C'est vous, au niveau de votre système d'authentification et de sécurisation de l'authentification, qui avez dû probablement demander ce code SMS. Moi, typiquement, quand je sélectionne mon compte Google, j'ai fait le paramètre d'automatisation le plus simple, en l'occurrence la saisie du mot de passe. Donc, c'est à vous de faire ça. Donc, oui, c'est complètement contournable. Alors, peut-on voir si le document a été consulté par le participant? Oui, tout à fait. Je vais vous montrer pourquoi. Vous pouvez le voir en regardant ce qui se passe sur l'extranet de vos apprenants. Je vais vous montrer ça. Est-ce qu'on va voir la planification des formulaires pour l'envoi? Alors, non. Normalement, la configuration, la mise en place du système d'envoi automatique, c'est du webinaire 1, c'est du paramétrage du logiciel. Moi, ce que je vais voir aujourd'hui avec vous, c'est comment on ajoute un formulaire à une session, comment on l'envoie et qu'est-ce qui se passe. Le souci, c'est le paramétrage des codes de la liste modèle ne marche pas tous. C'est comme je vous disais tout à l'heure, Nadège, il faut envoyer un petit mail au CSM, probablement que le modèle de document a été mal paramétré ou que vous n'avez pas utilisé la bonne variable de remplissage automatique. Nous, on pourra vous aider par rapport à ça. Je ne peux pas le faire en webinaire, hein, bien entendu, j'imagine que vous comprenez, mais en off, hors webinaire, on pourra tout à fait vous accompagner sur le paramétrage de vos documents. Alors, je reviens sur le logiciel. Donc, on nous demandait, c'est une question très intéressante, comment on peut voir si les apprenants ont vu ou pas ce qui a été mis à disposition depuis l'onglet Documents. Vous avez ici dans Autre option une rubrique qui s'appelle Supervision extranet. Cette rubrique Supervision extranet vous permet à tout instant de venir voir ce qu'il se passe dans les extranets de vos apprenants, dans les extranets de vos formateurs. Donc, c'est de la supervision. Vous ne pouvez pas agir. Vous pouvez simplement jeter un œil. On va aller, par exemple, regarder l'extranet de Jean. En fait, vous voyez tout de suite que sur l'extranet de Jean, il y a des petites pastilles de notification rouge. S'il y a des pastilles qui figurent sur l'extranet de votre participant, c'est que le participant n'est pas encore allé consulter les éléments. Et regardez, il vous suffit de vous laisser guider par les petites pastilles rouges de notification pour voir les nouveaux éléments qui n'auraient pas encore été consultés. Donc, on voit que les pastilles, elles sont sur formation. Ah, les pastilles me guident. Les éléments non lus sont sur cette session de formation. Les éléments non lus sont des documents et en l'occurrence, du coup, ça veut dire que votre apprenant n'a pas encore pris connaissance des 2 documents que vous lui avez mis à disposition, à savoir une attestation et un certificat. Dès l'instant où les apprenants, les formateurs prennent connaissance de ce que vous avez mis à disposition sur les extranets, ces petites pastilles de notification disparaissent. J'en profite pour vous faire un petit topo de fonctionnement de l'extranet tant qu'on est là. Ici, on est sur un modèle d'extranet participant. Donc, sur un extranet participant, vous avez 4 onglets. Accueil, agenda, formation, documents. Sur l'accueil, ce sont les informations les plus importantes à visualiser à instant T. Donc, quelles sont les prochaines séances de formation à venir? Est-ce que j'ai des questionnaires en attente pour lesquels je n'ai pas encore répondu? Donc, typiquement, si vous aviez mis à disposition un questionnaire, le questionnaire de l'apprenant, je vous le remontrerai après, figurerait dans cette zone. L'agenda, lui, reprend l'intégralité de sa planification. L'onglet « Formation » lui permet de voir toutes ses sessions de formation. Donc, ici, je suis sur le cas d'un apprenant qui n'a été inscrit que sur une session de formation. Si mon apprenant, Jean Bomber, avait participé à plusieurs sessions de formation, j'aurais ici la liste de toutes ces sessions de formation. Il peut, du coup, en cliquant sur la session de formation, rentrer dans le détail de sa session. Et là, il a toutes les informations que vous lui avez mis à disposition. Donc, le résumé, ça se fait automatiquement. Le programme, ça se fait automatiquement. Le planning, ça se fait automatiquement en fonction de ce que vous avez indiqué dans la session de formation. Il a la liste de ses contacts, formateurs ou centres de formation. Il a tous les documents que vous lui avez mis à disposition
et il a tous les messages que vous ou les formateurs lui avez envoyés et les liens utiles que vous lui avez mis à disposition. J'y reviendrai après parce que ces éléments-là, je vais vous montrer à quel endroit du logiciel il faut les poster pour que ça arrive sur les extranets. Donc, tout ce que vous mettez à disposition des apprenants arrive sur les extranets. Je me remets sur le logiciel et je bascule sur la rubrique assiduité. Cette rubrique, cet onglet assiduité est 100% dédié aux émargements dématérialisés. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas l'émargement dématérialisé, si vous n'avez pas besoin des fonctionnalités de SoWeSign, vous pouvez complètement ignorer cet onglet qui est 100% dédié aux émargements démat. Donc, si vous avez du coup activé la fonctionnalité permettant de bénéficier des émargements dématérialisés, vous pouvez avoir utilité de cet onglet. Cet onglet se base du coup sur la planification. Donc, en l'occurrence, ici, dans mon onglet planification, j'avais bien planifié 3 séances. Une ce matin, une demain après-midi, une jeudi matin. Donc, dans mon onglet assiduité, je vais retrouver ces séances avec les formateurs, les dates et les heures. Vous voyez qu'il y a un système de pictos rouge, bleu et vert. À instant T, c'est normal, tous mes pictos sont rouges et correspondent à des apprenants, formateurs qui sont pour l'instant considérés comme étant absents parce qu'ils n'ont pas signé. Picto bleu signifie qu'un apprenant est présent mais qu'il n'a pas encore signé. Et picto vert, l'apprenant et le formateur sont présents parce qu'ils ont signé. Donc, voilà pour l'identification des pictos. Vous allez me dire, OK, c'est gentil Virginie, l'explication des pictos, mais comment on fait pour faire signer? Pour faire signer, ici, vous avez un petit menu burger, d'accord? Dans ce petit menu burger, vous avez 2 options, envoi des codes ou demande de signature. Envoi des codes, vous utilisez cette option si vous voulez responsabiliser votre formateur. C'est-à-dire que ce n'est pas vous, admin du logiciel, qui gérez les émargements. Vous responsabilisez votre formateur et c'est lui qui a la responsabilité de signer pour lui et de faire signer les apprenants. Demande de signature, vous utilisez cette option si c'est vous, admin de l'OF, qui tenez absolument à gérer les signatures, c'est-à-dire que vous ne responsabilisez pas le formateur. Donc, envoi des codes, je responsabilise le formateur, ce n'est pas moi qui gère. Demande de signature, je ne responsabilise pas le formateur, c'est moi, admin de l'OF, qui m'occupe de faire signer tout le monde. Donc, si vous faites demande de signature, donc évidemment, la demande de signature, vous ne pouvez la faire que pendant le temps de la séance. Nous sommes le 20 mai, il est 11h10. Je suis bien pendant le temps de la séance. Donc, ça veut dire que cette séance ici, pour l'instant, vous ne pouvez pas la faire signer. Vous savez qu'avec SoWeSign, vous avez un émargement, vous collectez un émargement dématérialisé à valeur probante. Vous ne pouvez donc pas faire signer en dehors avant la plage prévue pour la séance de formation. Donc, si je me concentre sur la séance qui est en cours, je peux faire une demande de signature et par exemple, je vais envoyer une demande de signature. Alors, je pourrais faire tout le monde, mais c'est parce que je veux vous montrer tous les cas de figure. Je fais une demande de signature à Anne-Marie et j'envoie. La demande de signature se fait toujours par email, c'est-à-dire qu'Anne-Marie va recevoir un email de SoWeSign lui permettant de signer pour la séance de ce matin. Est-ce que j'ai déjà reçu l'email? Non, pas encore. Donc, la demande de signature par email, se fait toujours par email. Donc, j'ai reçu l'email. Donc, la participante reçoit un email de demande de signature à distance avec un bouton qui lui permet d'accéder à l'interface de signature. Et ça fonctionne comme les documents. Donc, ça rappelle le nom de la séance, la date et l'heure. Et l'apprenant, il peut signer par email et du coup valider sa signature. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous responsabilisez le formateur, c'est lui qui gère, vous lui envoyez les codes et donc vous n'envoyez bien les codes qu'au formateur. Vous voulez bien que ce soit le formateur qui gère pour tout le monde. Donc, j'envoie les codes à mon formateur Virginie Jacot si je veux que mon formateur gère toute la partie émargement. Petite information importante, une fois que vous avez envoyé les codes à un formateur dans une session, il est inutile de lui réenvoyer. Ce sont toujours les mêmes codes pour le formateur. Donc, vous ne lui réenvoyez les codes
que s'il a perdu le mail ou qu'il a oublié les codes ou qu'il a perdu le lien pour se connecter à la plateforme. Pour la séance de demain, d'après-demain, il est inutile de renvoyer les codes à mon formateur. Pour une prochaine session, il est inutile de renvoyer les codes au formateur. Ce sont vraiment des codes uniques, identiques, toujours les mêmes. Donc, quand vous envoyez les codes au formateur, je vais vous montrer ce qui se passe et comment gère le formateur. Hop. Votre formateur reçoit du coup ces codes d'identification à l'application de signature. Ce mail, vous l'invitez vraiment à le garder précieusement parce que dans ce mail, il y a toutes les informations. Il a le lien qui lui permet de se connecter à l'application de signature et il a les codes qui permettent de se connecter à l'application de signature. Donc, pour se connecter, votre formateur, il clique sur le lien et il renseigne tout simplement les codes qui étaient présents dans l'email. Donc, 6943 pour le code établissement. Dans son mail, il avait un code à 8 chiffres à insérer ici au niveau de l'identifiant et il a son code PIN à 4 chiffres qui était dans le mail, donc 6226. 6226 et le formateur est ainsi connecté à sa plateforme de gestion des signatures. Donc, dès qu'il se connecte, votre formateur, il voit tout de suite s'il a des séances en cours. Et en l'occurrence, il en a. Il a une signature en cours pour la séance de ce matin. Donc, votre formateur clique sur la séance et il signe, lui, pour authentifier sa présence en tant que formateur. Vous voyez qu'Anne-Marie a déjà signé, c'est normal, on lui avait envoyé au préalable une demande de signature par email. Ce qui vient alimenter les petits pictos bleus, c'est le fait ici de faire l'appel en cliquant sur cette petite pastille. Donc ici, je fais l'appel et je viens indiquer que Jean, Emma et Marion sont bien présents. Donc c'est ce petit picto ici qui permet de faire l'appel. Et regardez ce qui se passe dans votre logiciel Op3 Team. Dans votre logiciel Op3 Team, hop, le formateur a fait l'appel. J'actualise la page de mon navigateur. Regardez, les petits pictos viennent se mettre au bleu. Marion, Emma et Jean sont en bleu et Anne-Marie et Virginie sont en vert. Par contre, Robert est toujours considéré comme étant absent. C'est normal. Robert a été pointé absent. Votre formateur, depuis cette interface, il a plusieurs possibilités. Soit c'est une formation en présentiel et du coup, ici, il peut faire signer les apprenants directement en live avec son propre matériel. Si c'est une formation toujours en présentiel ou en distanciel, ça fonctionne dans les deux cas. Il peut cliquer ici sur le petit bouton URL. Et ici, il peut copier l'URL et transmettre cette URL aux apprenants pour qu'ils puissent signer. Il peut également les faire signer en scannant un QR code. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités qui s'offrent au formateur si vous le responsabilisez. Il peut faire signer en live, en direct, via son propre matériel. Il peut faire signer en faisant scanner une URL. Il peut faire signer en faisant cliquer sur une URL ou en scannant un QR code. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui s'adaptent à la fois à de la formation en présentiel ou en distanciel. Et une fois que vous avez fait signer tout le monde, donc ici dans l'onglet assiduité, vous pouvez vous mettre ici dans l'onglet documents. Et cet onglet documents vous permet de générer des attestations de formation. Et ces attestations, des attestations d'assiduité, pardon. Et ces attestations d'assiduité peuvent se générer à la session, à la séance, par participant ou par intervenant. Ça, c'est en fonction des éléments dont vous avez besoin, c'est complètement libre. Donc, par exemple, à la séance, moi, je veux générer une attestation pour la séance de ce matin. Donc, je demande la génération de l'attestation. L'attestation mouline. Donc, cette génération d'attestation peut prendre parfois plusieurs minutes pour la simple et bonne raison là, que le logiciel compile les signatures, va les chercher chez SoWeSign, les mouline dans un modèle d'attestation qui est conforme à la réglementation et aux exigences par rapport à la valeur probante de signature et les remet dans un document qui ramène dans le logiciel. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Par contre, rien ne vous empêche de continuer à travailler sur le logiciel. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester figé devant cet onglet assiduité pendant la génération du document. Vous pouvez continuer à faire d'autres choses en même temps. Donc, le document a été généré avec succès et donc, j'ai ici mon attestation de formation pour la séance de ce matin avec l'appel des présences ou des absences et les signatures de ceux qui ont signé et la piste d'audit à présenter en cas de contrôle.
Donc, moi, c'est une fonctionnalité que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle m'a vraiment fait gagner un temps considérable au quotidien, cette rubrique assiduité. Je fais une petite pause et je regarde les questions. Est-ce que les formateurs ont accès à cette supervision extranet participant? Non, non, pas du tout. Supervision extranet, c'est à vous, uniquement à vous, en mode admin. Le coût de la signature par SoWeSign et par signature par session par participant, c'est par signature collectée. Chaque signature collectée vaut 15 centimes. Donc, c'est bien à la collecte, pas à la demande de signature. Si vous relancez une signature 15 fois, le document est signé une fois, ça compte bien, ou la séance, ça ne compte bien qu'une fois. C'est 15 centimes par signature collectée. Pour les formations en présentiel, oui, avec SoWeSign, à partir du moment où vous utilisez l'émargement dématérialisé, c'est 15 centimes par signature, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Coût par signature. En effet, Nadège, merci d'avoir répondu. Cette génération de documents est très longue. Vous avez vu, ça prend à peu près 1 minute globalement. Et encore une fois, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de rester sur le logiciel. Vous savez ce que je fais, moi, quand j'ai beaucoup d'attestations à générer, je demande la génération le soir avant de terminer ma journée de travail et les documents sont remontés le lendemain matin. Tout dépend de l'affluence de demande de génération. Globalement, ça peut prendre jusqu'à quelques minutes. Pas plus. Gardez en tête que vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Et moi, mon petit conseil en tant qu'utilisatrice du logiciel, c'est le soir, avant de quitter mon travail, je génère mes attestations, je ferme mon ordinateur, je les réouvre le lendemain, elles seront remontées. Voilà. Allez, continuons. Je vous en prie, Véronique, avec plaisir. Continuons. Voilà pour l'onglet assiduité. Je passe rapidement sur l'onglet budget. L'onglet budget vous permet au besoin d'identifier si vous avez des coûts annexes dans le cadre de l'organisation d'une session de formation. Donc, de base, vous avez forcément le coût pédagogique qui correspond au coût de votre ou vos intervenants. Donc, typiquement, moi ici, j'ai un formateur qui fait 9 heures de formation à 125 € de l'heure. Donc, par défaut de base, j'ai déjà le coût de mon formateur, ces fameuses 9 heures à 125 € qui m'amènent un coût pédagogique à 1125. Au besoin, vous pouvez ajouter des coûts additionnels qui sont de la charge pour votre organisme de formation. L'onglet budget correspond à ce qui correspond à de la charge pour votre OF. Donc, vous pourriez par exemple avoir des frais annexes pour les intervenants. Que pourraient être ces frais annexes? De l'hébergement, de la restauration, des frais de déplacement. Si c'est de la charge pour votre organisme de formation, c'est-à-dire quelque chose que vous ne refacturez pas aux clients, je vous invite à venir l'indiquer ici. Vous pourriez évidemment avoir aussi des frais, des coûts d'organisation. Que pourraient être ces coûts d'organisation? De l'achat de matériel, de la location de salle, l'achat d'un petit déjeuner pour le groupe. Donc ça, vous avez intérêt à venir le préciser dans l'onglet budget de la session de formation. Donc, je le répète, l'onglet budget correspond à ce qui est de la charge, donc de la charge pour votre organisme de formation. Si vous n'avez pas de frais annexes en plus du coût des intervenants, vous pouvez tout simplement ici venir cliquer sur « Aucun frais annexe ». Vous indiquez de cette manière au logiciel que les seuls frais que vous avez sont les frais liés aux formateurs qui interviennent dans la session de formation, qui sont calculés en fonction du tarif horaire du formateur et du nombre d'heures programmées. Voilà pour l'onglet budget. L'onglet formulaire. Donc, cet onglet formulaire vous permet de gérer tout ce qui est questionnaire dans la session de formation. Donc, en webinaire 1, vous avez normalement vu comment créer et paramétrer des modèles de formulaire dans la configuration du logiciel. Une fois que les modèles de formulaire sont créés, paramétrés dans la configuration, vous pouvez venir les ajouter dans votre session de formation. Pour ajouter des formulaires dans une session de formation, c'est tout bête. Vous faites « Ajouter un formulaire ». Ce formulaire, vous pouvez les ajouter soit en statistique globale, soit en statistique par session. C'est deux choses bien différentes. Si vous faites statistique globale, vous prenez le modèle de formulaire qui est présent dans la configuration et c'est celui-ci que vous venez ajouter dans plusieurs sessions de formation. C'est-à-dire que vous allez avoir un même formulaire commun à plusieurs sessions et donc un fichier de réponse associé commun à plusieurs sessions.
Si vous faites statistique par session, vous aurez une copie du formulaire qui est faite dans la session pour qu'en fait, vous n'ayez qu'un formulaire spécifique à cette session et donc un fichier de réponse spécifique à cette session. Donc, global, un même formulaire utilisé dans plusieurs sessions et du coup, un fichier de réponse alimenté par plusieurs sessions. Statistique par session, un formulaire par session et un fichier de réponse par session. Donc, moi, je fais de la statistique globale et j'ai besoin de mon questionnaire de satisfaction à chaud et j'ai besoin également de mon questionnaire de satisfaction à froid. Et par exemple, j'ai besoin aussi de mon test de positionnement. Hop, donc j'ai ajouté mes 3 questionnaires. Mes 3 questionnaires sont ajoutés à la session. Je vais faire du coup le parallèle avec la question qui est posée tout à l'heure par rapport à la dernière fonctionnalité qu'on vient de déployer chez vous. Vous voyez ici maintenant qu'il y a des petites pastilles concernant l'envoi automatique. Si vous avez une pastille verte, c'est-à-dire que votre questionnaire est paramétré pour être envoyé automatiquement. Si vous avez une pastille rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'envoi automatique activé pour ce questionnaire. Si vous voulez consulter l'état en fait d'automatisation du questionnaire, dans le petit menu Burger, vous avez un bouton automatisation. Ce bouton automatisation vous indique le paramétrage d'envoi automatique qui a été choisi dans la configuration et qui va donc s'appliquer dans cette session. En l'occurrence, pour mon questionnaire de satisfaction à chaud, j'ai programmé un envoi le jour de la date de fin de session aux participants et aux formateurs, c'est-à-dire que l'envoi est prévu aujourd'hui à 17h. Et j'ai également prévu une relance à J+3 de la date de fin de session aux participants. La relance est donc prévue le 26 mai à 17h. Dans le cadre des envois automatiques des questionnaires, les questionnaires sont toujours envoyés à 17h. Donc finalement, je suis tranquille pour ces 2 questionnaires. Tous les voyants sont au vert. J'ai bien un système d'envoi automatique qui a été paramétré et qui s'est affecté à la session. Mes questionnaires de satisfaction à chaud en l'occurrence, et je peux regarder aussi pour le questionnaire à froid, mes questionnaires de satisfaction à chaud et à froid partiront bien automatiquement dans cette session sans action manuelle de ma part. Par contre, le test de positionnement, je n'ai pas d'envoi automatique activé. Il faut donc bien que je pense dans le menu Burger à envoyer mon test de positionnement à mes participants. Donc, je sélectionne mes participants et je les envoie. Une fois que j'ai envoyé le questionnaire, évidemment, si les gens n'ont pas répondu, je peux bien évidemment procéder à une relance. Donc, je peux tout à fait renvoyer ce questionnaire à nouveau. D'accord? Je vais passer en revue les différentes options du menu Burger. Donc, la première, lien de publication, vous permet tout simplement, au besoin, d'envoyer ce questionnaire en transmettant le lien de publication en dehors du logiciel, par exemple. Donc, si je clique sur lien de publication, c'est tout simplement le lien que je peux envoyer aux apprenants si je souhaite leur mettre à disposition le questionnaire par un autre biais que celui du formulaire. La deuxième option, accéder au formulaire. Si vous n'êtes pas sûr, vous voulez vérifier le contenu de ce formulaire, vous pouvez cliquer sur accéder au formulaire et là, vous êtes sur le formulaire en mode edit, c'est-à-dire qu'en live, vous pouvez modifier ce formulaire. Vous voulez modifier une question, vous voulez rajouter une réponse, rajouter une question, vous avez la possibilité de modifier le questionnaire. Troisième option. Hop, attendez, je ferme mes onglets à la place, sinon je ne m'y retrouve plus. L'option d'envoi que je vous ai montré. La quatrième option, c'est ce qui me permet d'accéder au fichier de réponse. Donc, j'accède ici via mon logiciel. En l'occurrence, pour l'instant, c'est un questionnaire tout neuf. Je n'ai pas encore de réponse, mais j'accède au fichier de réponse. J'accède également aux besoins aux statistiques. Donc, les statistiques, quand les apprenants ont répondu, vous savez, c'est les statistiques Google Forms. Je consulte le paramètre d'automatisation et si je me suis trompée, j'ai ajouté le mauvais questionnaire dans la session, je le supprime. Évidemment, la suppression du questionnaire dans la session supprime uniquement le questionnaire de la session, mais ne supprime pas la version native de ce questionnaire. Hop, je fais une petite pause et je regarde si tout va bien pour tout le monde. Quel est l'impact de mettre des frais annexes et coûts organisation? Est-ce pour le BPF? Tout à fait.
Le fait d'ajouter des frais annexes, je vous disais, c'est de la charge, donc ça alimente l'encart relatif aux charges de l'organisme de formation dans votre bilan pédagogique et financier. Est-ce que les coûts de préparation des supports par le formateur sont des frais annexes? Tout dépend si c'est refacturé ou pas. Gardez en tête que ce que vous mettez dans l'onglet budget, c'est ce qui correspond à de la charge. Donc, si le formateur vous facture ça et que c'est de la charge pour votre organisme de formation, alors vous les mettez dans les coûts annexes. Par contre, si cette charge, vous l'intégrez dans le coût client qui s'inscrit à la session, dans ce cas-là, vous ne le mettez pas, parce que ce n'est pas de la charge pour votre organisme de formation. Certains clients bloquent Google et donc Google Forms, un moyen de contourner ce souci. Alors, gardez en tête qu'il n'y a aucune obligation d'être détenteur d'un compte Google pour répondre au questionnaire. L'authentification n'est pas demandée. Alors après, s'ils ne peuvent pas du coup cliquer sur une URL Google, malheureusement, il n'y a pas de moyen de contourner ça. Mais je me permets de vous préciser que répondre au questionnaire ne nécessite pas du tout d'être détenteur d'un compte Google. On peut avoir une adresse en Hotmail uniquement et pouvoir répondre au questionnaire. Il n'y a aucune authentification Google nécessaire pour répondre au questionnaire. Les formateurs ont accès aux résultats des QCM. Alors, tout dépend les droits que vous avez donnés au formateur. Ça reste un Google Form. Donc, si vous donnez au formateur les droits d'accès aux fichiers de réponse, alors ils accéderont aux réponses. C'est vous qui gérez ça. Par défaut, vous êtes propriétaire du questionnaire et le questionnaire est à vous. Donc, le fichier de réponse est à vous aussi. Si vous ouvrez les droits sur le fichier de réponse au formateur, alors le formateur aura droit d'y accéder. L'idéal serait que le formateur puisse lui-même gérer l'envoi des questionnaires d'évaluation quand il finit sa formation. Ce serait plus pratique. Mais Nadège, qu'est-ce qui vous empêche de mettre à disposition du formateur sur son extranet le lien de publication du questionnaire? Le formateur, il l'a sur son extranet, libre à lui après de le communiquer aux apprenants quand il le souhaite. Vous prenez le lien de publication du questionnaire que je vous ai montré juste avant, vous allez dans la rubrique extranet et vous mettez à disposition ce lien pour les formateurs. Le formateur l'a sur son extranet, il le donne aux apprenants quand il le souhaite. Si je mets juste le lien, cela ne remonte pas dans Op3Team. Qu'est-ce qui ne remonte pas? Comment cela se passe lorsque les participants ont des logiciels anti-spam connectés à leur boîte mail? Comment faire pour qu'ils reçoivent les mails envoyés depuis Op3Team? Alors ça, la seule solution, c'est qu'ils puissent de leur côté autoriser les anti-spam. Ça, malheureusement, on ne peut pas, on n'a aucun moyen d'action là-dessus. C'est le client, le participant lui-même qui doit lever les obligations. Malheureusement, on n'a aucune possibilité d'agir sur ces éléments-là. Les stats, je ne vous suis pas du coup, Nadège, quelles stats? La seule information qui ne remontera pas, c'est le fait que vous n'ayez pas envoyé le questionnaire depuis le logiciel, mais ce n'est pas grave. Si vous mettez le lien de publication à disposition de formateurs depuis l'extranet, vous pouvez le prouver. Regardez, j'ai mis le lien à disposition du formateur. C'est le formateur du coup qui s'est chargé d'envoyer les questionnaires et regardez, j'ai mes réponses. L'important, c'est que vous ayez les réponses. Si vous avez les réponses, forcément, c'est que le questionnaire a bien été envoyé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'important, c'est toujours, vis-à-vis de Calliope, de pouvoir justifier les choses. S'il n'est pas envoyé depuis le logiciel, là, concrètement, ça se justifie. Et la clé de tout ça, c'est il y a les réponses. S'il y a réponse, le formulaire a bien été envoyé. Il a été bien envoyé par le formateur parce que je lui ai mis à disposition à lui sur son extranet. Et c'est votre process, en fait. On voit écrit réponse reçue. Ah bah alors, vous verrez écrit réponse reçue uniquement si en parallèle, vous avez envoyé le questionnaire depuis le logiciel. Donc, ce que vous pouvez peut-être faire, Nadège, c'est envoyer le questionnaire depuis le logiciel et également mettre à disposition le lien de publication sur l'extranet de vos formateurs. Comme ça, tout remontera dans l'outil et la boucle est bouclée. Je reviens du coup sur le logiciel. On en est bon avec la partie formulaire. Rapidement, l'onglet bilan. Je suis très bavarde aujourd'hui. J'espère que, que vous êtes toujours avec moi et que ce que je vous dis vous intéresse toujours. Donc, dans l'onglet bilan, c'est un onglet qui est 100% dédié à vous. C'est de l'admin, c'est de l'interne, qui a pour objectif de clôturer la session de formation.
Donc, par rapport à Calliope, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est ici, dans les petites notes et comptes rendus, voir un petit peu avec votre formateur pour qu'il vous fasse un petit topo. Est-ce que le timing a été respecté? Est-ce qu'il y a eu des besoins d'adaptation spécifiques? Est-ce que, comment dirais-je, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements? Je vous invite, moi, à venir mettre ici une petite synthèse de comment s'est passée la session de formation. Si vous avez, et ce n'est pas obligatoire, des documents qui viennent clôturer cette session de formation, type, si vous faites de l'évaluation des compétences sur papier, vous pouvez venir stocker tout ça là. Et vous avez la possibilité ici, par apprenant, de venir valider si globalement, il a atteint les compétences et valider sa formation. Donc, le fait de venir valider ici les compétences, enfin l'acquisition, la validation de la formation. Et vous pouvez également venir mettre un petit commentaire qui pourrait être, par exemple, le résultat de l'évaluation des acquis. Ce sont des éléments que vous pouvez faire figurer sur des attestations de formation. Je coche l'attestation sort compétences acquises. Je ne coche pas l'attestation sort compétences non acquises. Donc, capitalisez vraiment sur cet onglet et sur les possibilités de paramétrage de documents parce que du coup, ça peut vraiment vous aider. Donc, cet onglet bilan vous sert un petit peu à venir clôturer l'organisation et la finalisation de cette session de formation. Et vous avez enfin ici l'onglet extranet. Donc là, évidemment, on est sur un onglet dans lequel vous mettez à disposition de l'information. Et en toute fin de webinaire, je referai un tout petit focus extrêmement rapide sur les endroits du logiciel où vous mettez des choses qui sont visibles par quelqu'un. Ici, typiquement, cet onglet extranet, il porte bien son nom. Ce que vous mettez dans cet onglet est accessible sur les extranets, est visible. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cet onglet extranet? Vous pouvez mettre à disposition des apprenants un ou plusieurs documents. Je mets un CERFA. Et quand vous ajoutez un document, vous venez dire ce document, je veux qu'il soit uniquement sur l'extranet des participants ou uniquement sur l'extranet des formateurs ou sur les extranets de tout le monde. Vous enregistrez. À partir de ce moment-là, le document est mis à disposition. Vous pouvez partager des liens. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Vous voulez mettre à disposition du formateur le questionnaire pour que le questionnaire, il gère l'envoi du questionnaire. Vous prenez votre formulaire. On est sur votre questionnaire de satisfaction à chaud. Vous prenez votre petit lien de publication que vous copiez et vous venez ici le mettre au niveau de l'extranet. Donc, le long du lien, c'est questionnaire de satisfaction à chaud. Vous venez mettre le lien et vous le rendez visible uniquement pour vos formateurs. Donc là, Nadège, je viens de faire exactement ce qu'on s'est dit. J'ai partagé aux formateurs le lien qui permet de répondre au questionnaire. Il est visible sur l'extranet uniquement des formateurs, pas sur ceux des apprenants pour l'instant. Et vous pouvez aussi envoyer des messages. Donc, évidemment, ici, vous communiquez avec tous les apprenants et ou tous les formateurs de la session. Donc, vous pouvez tout en fait leur envoyer un petit message qui leur rappelle, par exemple, qu'ils ont une session de formation à venir la semaine prochaine, qu'ils doivent prévoir ceci, cela, que vous êtes pressé de les retrouver. Et vous pouvez même, à ce moment-là, joindre un document. Donc là, en l'occurrence, j'envoie ce message aux formateurs et aux apprenants. Donc, l'onglet extranet vous permet de communiquer avec l'ensemble des participants de la session et ou l'ensemble des formateurs de la session. On a vu que l'onglet documents nous permet de mettre à disposition des documents, soit pour les formateurs, soit pour les participants. Les documents arrivent aussi sur l'extranet, mais vous savez que vous ne pouvez pas personnaliser ici de message. Quand vous mettez à disposition un document, il est mis à disposition de manière brute. Et ici, depuis l'onglet extranet, vous communiquez globalement. Et du coup, j'imagine que vous me voyez venir. Parfois, il est probable que vous ayez besoin de communiquer avec un seul apprenant en lui envoyant un petit message personnalisé juste pour lui. Vous ne pouvez pas le faire d'ici parce qu'ici, vous communiquez globalement avec tous les apprenants de la session. Souvenez-vous de mon onglet participants et de mon petit œil et de ma petite rubrique message. Ici, je communique sur l'extranet, ok, mais uniquement l'extranet de jambon beurre. Si je vais dans le petit œil, je vais retourner hop, à la racine de la session. Si je vais dans le petit œil de Marion,
Ici, message, je communique via l'extranet OK, mais extranet uniquement de Marion. Donc, via le petit œil d'un participant ou d'un client ou d'un formateur, je peux communiquer à l'individuel avec un destinataire en envoyant un petit message spécifique pour lui. Donc, depuis l'onglet documents, je mets à disposition des documents de manière brute. Depuis l'onglet extranet, je communique avec tous les apprenants et ou tous les formateurs de la session globalement et je leur communique des documents, des liens, je leur envoie des messages. Si je veux communiquer individuellement avec un formateur, avec un apprenant ou avec un client en leur envoyant un message spécifique, je vais dans l'onglet formateur ou participant ou client, petit œil et tout en bas de la fiche, le petit message. Je termine du coup, je vais vous montrer du coup la supervision extranet pour qu'on voit ce qui se passe. Je vais aller du coup dans l'extranet de Jean. Donc, je retourne dans ma supervision extranet et je vais dans l'extranet de mon petit Jean. Forcément, dans l'extranet de Jean, ça fleurit de notifications parce que je lui ai envoyé plein de choses. Déjà, je lui ai envoyé un test de positionnement. Donc, forcément, il l'a ici, dès l'accueil. Donc, il peut. Alors, souvenez-vous, vous, c'est de la supervision. Donc, vous ne pouvez pas cliquer. Hein. Vous voyez juste ce qui se passe. Donc, il est guidé, Jean. Et regardez toutes les notifications. Donc, il en a 6. 6 qui concernent la session de formation sur laquelle on travaille. Il en a 2 ici. Il en a 3 au niveau des documents parce qu'on lui a transmis 2 documents depuis l'onglet documents de la session et on lui a également transmis un CERFA en individuel. Et il a eu aussi une petite notification au niveau de l'échange parce que je viens d'envoyer un message à tous les apprenants. Donc, en supervision extranet, vous pouvez voir, vous, ce qui se passe dans les extranets de tous vos participants. Tout ce que vous leur avez envoyé, mis à disposition est présent là. Tant qu'il y a des petites pastilles, c'est que l'apprenant n'a pas pris connaissance de ce que vous avez mis à disposition. S'il n'y a plus de pastilles, c'est que l'apprenant a bien consulté les éléments que vous avez mis à disposition. Et je termine ce webinaire avec la conformité BPF. Veillez bien à mettre en conformité BPF chacune de vos sessions une fois qu'elles sont terminées. Vous voyez que le diagnostic me l'indique. Attention, il y a des clients qui n'ont pas de financement, il y a des apprenants qui n'ont pas de statut. Donc, allez bien. Ah oui, en effet, j'ai oublié de mettre un statut pour Marion. Je n'en ai pas non plus mis pour Robert. Voilà. Donc, normalement, j'ai mis un statut à tout le monde. Donc, ma non-conformité a dû disparaître. Exactement. Et j'ai encore un client qui n'a pas de financement. En l'occurrence, il est ici. Je vais lui affecter son financement. Et je suis bien ouvert pour le diagnostic de conformité. Si vous avez besoin de générer un BPF pour un exercice comptable en cours ou passé, je vous rappelle que ça se trouve dans les ressources historiques. Et vous avez ici le petit bouton BPF. Donc, moi, je n'ai qu'un seul exercice comptable, donc je n'ai pas de menu déroulant. Si vous aviez plusieurs exercices comptables, vous, de votre côté, vous avez un menu déroulant qui vous permet de sélectionner l'exercice comptable pour lequel vous souhaitez générer le bilan pédagogique et financier. Hop, alors, je vais regarder si vous avez des questions. Je vais arrêter de partager mon écran. On va pouvoir se regarder. Hop, c'est parfait, Virginie, merci. Bon, merci beaucoup, Fatima, c'est très gentil, très clair et très utile. Alors, bilan formation est accessible par l'administrateur seulement ou le formateur également? Le formateur a la possibilité, très bonne question du coup, Fatima, le formateur a la possibilité, depuis son extranet, de valider les formations des apprenants. Il dispose de l'onglet bilan et cet onglet bilan se synchronise avec votre logiciel. Donc, si vous cochez, il l'a de son côté. Si lui, il coche, vous l'avez du vôtre et il y a une interconnexion entre les deux. Donc, les formateurs, oui, ont la possibilité d'aller valider l'acquisition des compétences. Alors, du coup, non, Nadège, Fatima avait bien raison. Le formateur peut valider les coches de l'onglet bilan.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux encore vous accorder quelques minutes si vous avez besoin. Il n'y a aucun souci pour moi. Le formateur n'a pas la case pour donner son avis sur la formation. Alors, attendez, je vérifie. Je ne suis pas sûre qu'il puisse se renseigner un commentaire. Bougez pas. Je regarde ça tout de suite pour pouvoir vous le dire. J'ai un doute. J'ai un doute. Alors, bilan. Si, il peut tout à fait le faire. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Du coup, je me permets de vous réembêter quelques secondes. Je vous repartage mon écran. Hop, voilà. Donc, regardez, supervision extranet. Et je vais dans l'extranet de mon formateur, Virginie Jacot. Je vais du coup dans les sessions de formation et dans la session de formation d'aujourd'hui. Le formateur a bien un onglet bilan. Le formateur peut cocher, décocher et il a la possibilité de venir saisir un petit commentaire. Et donc, cette coche et ce petit commentaire, si c'est alimenté par le formateur depuis son extranet, ça arrive dans la session, dans l'onglet bilan, les petites coches et les petits commentaires. Donc, le formateur a tout à fait la possibilité de le faire. Est-ce que l'on peut entrer un OPCO en client et générer l'envoi des docs et des factures? Alors non, absolument pas. Vous allez fausser votre bilan pédagogique et financier. Ne faites pas ça. Le client reste le client. Vous mettez votre client clair et quand vous générez le doc, modifiez le document de généré pour le mettre à l'entête de l'OPCO. Mais ne mettez pas un OPCO à la place du client. L'OPCO n'est pas un client. Ça va vous perturber derrière le fonctionnement du logiciel. Donc, mon petit conseil, si votre client, c'est Optroiteam et vous devez générer un document pour l'Acto, vous laissez le client Optroiteam, vous générez le document pour Optroiteam, vous ouvrez la version générée qui est une version modifiable, vous remplacez les coordonnées d'Optroiteam par l'Acto, vous fermez le document et vous avez un document qui fera l'affaire. Je vous conseille vraiment de ne pas mettre l'OPCO en tant que client. Alors, j'ai bien noté, Emmanuel. Alors, on a dû trancher sur 1 heure. Forcément, l'heure est commune à tous les questionnaires pour tous les logiciels, pour tous les utilisateurs, tous les clients. Il a fallu qu'on tranche sur quelque chose de cohérent. On est parti sur 17 heures. Il y a des formations qui n'ont lieu que le matin, d'autres l'après-midi, d'autres en journée complète, d'autres le soir parmi notre panel de clients, d'autres exclusivement le week-end. Donc, il a fallu qu'on tranche sur ce qui a semblé être pour nous l'horaire le plus cohérent. Par contre, gardez en tête que vous avez toujours la main au besoin pour envoyer le questionnaire de manière manuelle. Il n'est pas prévu pour l'instant qu'on modifie l'heure d'envoi automatique des questionnaires. Pour le coup, on vient de déployer la fonctionnalité. On attend d'avoir un petit peu de retour par rapport à ça. Pour l'instant, ça ne semble pas être problématique. En tout cas, s'il y a beaucoup de remontées en ce sens, Emmanuel, on verra pour mettre en place une petite V2 là-dessus. Mais à ce jour, ce n'est pas quelque chose qui est remonté de manière extrêmement accrue. Mais je ne suis absolument pas fermée à l'idée. On a déployé la fonctionnalité il y a une quinzaine de jours à peine chez l'ensemble de nos utilisateurs. On va attendre quand même d'avoir un certain nombre de retours sur le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité, prendre la température par rapport à ça avant de mettre en place une éventuelle évolution par rapport à ça. Est-ce que l'on peut générer des stats sur le chiffre d'affaires réalisé, exporter des stats? Alors oui, pour le coup, vous verrez dans le logiciel, je ne suis pas passée là-dessus, mais quasiment sur chaque rubrique du logiciel, vous avez un bouton d'export qui vous permet d'exporter la donnée en Excel ou en CSV. Vous pouvez exporter les sessions, vous pouvez exporter les contacts, vous pouvez faire tout un tas d'exports qui vous permettent en effet de générer des statistiques. Alors après, tout dépend des statistiques que vous voulez faire, Claire, hein. Mais je vous invite à générer dans le portefeuille client pour les entreprises. Vous pouvez faire des exports filtrés par prospect, filtrés par contact. Vous pouvez faire des exports des participants, vous pouvez faire des exports des sessions, vous pouvez faire des exports des clients dans les sessions. Donc, je pense qu'en croisant tout ça, vous pouvez faire un certain nombre de choses, Claire. Voilà.
Je vais vous laisser. Je vous remercie à tous énormément pour votre participation. Je vois que vous êtes quasiment tous restés jusqu'au bout, donc ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, que ce webinaire vous a été utile et qui vous donne encore plus envie d'utiliser le logiciel. En tout cas, moi, je n'ai quasiment pas vu les 2 heures passer. Je vous remercie pour votre implication. Je vous remercie pour toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. Bon appétit à tous et à très bientôt. Au revoir.